Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en Auteur. La prochaine célébration des fêtes de Noël et du jour de l'an nous rappelle que l'alcool et la version sophistiquée qu'en propose le cocktail sont d'évidents ingrédients festifs. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi les éléments indispensables de tout roman criminel ou policier. Forte de ce constat, Anne Martinetti, auteure et éditrice spécialiste d'Agatha Christie et d'ouvrages gastronomiques en lien avec la littérature policière, en a fait le sujet de son dernier livre intitulé Mortel Cocktail, publié aux éditions du Masque. Associant les recettes magnifiquement illustrées d'une centaine de cocktails à des œuvres policières internationales, Anne Martinetti propose une plaisante approche des fonctions du cocktail dans la littérature criminelle. Arme du crime lorsqu'il est mêlé à du poison, le cocktail est aussi un élément d'ambiance qui prend tout son sens lorsqu'il est dégusté dans un lieu idoine tel que le mythique bar d'hôtel. C'est pourquoi notre émission a la chance d'être accueillie aujourd'hui à l'hôtel Westminster de Paris. Ancienne demeure parisienne du duc de Westminster, convertie en hôtel en 1905, située 13 rue de la Paix et faisant aujourd'hui partie du groupe hôtelier Warwick, ce grand hôtel contient un bar au nom et au décor digne d'un roman d'Agatha Christie. Et c'est précisément au Duke's Bar que nous avons rendez-vous avec Anne Martinetti. Anne Martinetti, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de l'Essonne en Auteur qui a quand même la chance d'être installé dans le très british et très chic Duke's Bar du grand hôtel, le Westminster à Paris. Alors, votre visage n'est pas inconnu à nos spectateurs, parce qu'on avait déjà eu l'occasion de vous recevoir dans la maison d'un autre duc, d'ailleurs, quand j'y pense, le duc de Windsor, pour un ouvrage qui s'appelait Agatha Christie de A à Z. Vous êtes d'ailleurs l'une des plus grandes spécialistes. Et aujourd'hui, on vous reçoit sur un livre concernant les cocktails. Bon, vous connaissez le rituel de l'émission, maintenant, vous êtes un peu une pensionnaire. Quel est votre sentiment d'évoquer un livre sur les cocktails dans un tel endroit ? C'est un endroit évidemment idéal, extrêmement british, les couleurs, les dorures, les portraits d'Agatha Christie et d'Arthur Conan Doyle au mur, et puis tout le décor. J'ai lu donc que la décoration était inspirée, les lambris voilà, étaient inspirés de l'abbaye de Westminster. Absolument. Ce qui est quand même infiniment british. Alors, Agatha Christie, il en est évidemment question dans votre ouvrage qui se mêle à d'autres noms de la littérature policière internationale, mais dont vous êtes bien sûr donc une spécialiste. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quel titre vous êtes une spécialiste de la littérature policière et d'Agatha Christie en particulier ? Alors de la littérature policière parce que j'ai fait un 3e cycle d'édition consacré aux littératures policières et à l'édition de romans policiers. J'ai ensuite travaillé plus d'une dizaine d'années aux éditions du Masque et à ce titre j'ai eu le plaisir de coordonner la réalisation de l'œuvre complète d'Agatha Christie. Et en réédition, bien sûr, dans de nouvelles traductions, évidemment. Et puis ensuite, je me suis amusée à cuisiner les auteurs de romans policiers. Et c'est à ce titre-là que je suis devenue une spécialiste d'Agatha Christie, puisque j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Crème et Châtiment, qui est le livre de cuisine autour des romans, des nouvelles et des pièces de théâtre d'Agatha Christie, et différents livres de littérature gastronomique, polar, avec Alimentaire Monchard Watson autour d'Arthur Conan Doyle. Alors justement, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu, parce que c'est quand même assez original dans votre carrière, comment vous mêlez très concrètement littérature et gastronomie. Comment ça se mêle chez vous? Alors déjà, ça se mêle parce que je suis gourmande, bien sûr. C'est déjà un goût personnel. C'est déjà un goût personnel, parce que très jeune, j'avais découvert Agatha Christie et que très jeune m'avait marqué le fait qu'on meurt souvent d'avoir mangé de très très bonnes choses chez elle, puisqu'elle était extrêmement gourmande elle-même et qu'elle aime bien, elle a cette espèce d'humour anglais qui vise à mélanger un peu ce qui est bon avec ce qui tue. Donc, le plaisir et la mort. C'est ça, toujours, voilà. Et donc, les recettes que j'ai créées à partir des romans d'Agatha Christie sont des recettes qui permettent de tuer ou bien, dans le cœur du récit, de mettre en lumière des travers des personnages, de mettre en lumière une duperie, vraiment d'organiser la structure du récit autour des plats. Ben justement, ça m'inspire cette question. Qu'est-ce que la gastronomie dit en particulier de la littérature policière ? Des tas de choses. Alors, elle dit d'abord que manger, c'est vivre.
Et on meurt beaucoup dans le roman policier, donc il y a un petit côté héros Thanatos. C'est ce que je pensais tout de suite, bien sûr, absolument. Voilà. Et puis elle dit aussi que ce sont des moments, soit dans une enquête, soit dans une structure narrative classique où on a des grandes scènes familiales autour de la table, ou bien un moment de pause où le détective va manger un sandwich sur un coin de table en réfléchissant à son enquête. Donc c'est une arme qui peut être au sens propre l'arme du crime, et puis c'est une arme aussi pour l'auteur d'organiser son récit structuré avec ce genre de pauses et de moments. Alors dans votre ouvrage, il n'est pas question que d'Agatha Christie, puisque comme je l'ai dit, vous évoquez, on va dire, la littérature criminelle et policière internationale. Est-ce que, puisque nous parlions d'Agatha Christie, elle a un rapport qui lui est particulier ou quelque chose finalement qu'on retrouve chez d'autres auteurs ? Alors, elle a un petit côté anglais qu'elle ne revendiquait pas du tout, mais qui consiste à mettre en parallèle les cocktails et les femmes de mauvaise vie, par exemple. Hein. Les majors. Est-ce qu'il y aurait un côté, Indes, depuis ce que je vous écoute parler tout à l'heure, le plaisir et la mort, les femmes de... Est-ce qu'il y a un côté puritain chez Agatha Christie ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais elle le met en scène, bien sûr. Mais c'est comme une analyse de la société britannique. Bien sûr. Alors, il y a tout un aspect de sociologie et de critique de la société britannique qu'on passe souvent sous silence quand on parle de son œuvre, mais c'est avant tout un écrivain de son temps, et puis un écrivain qui a cette particularité, pas seulement britannique, mais beaucoup quand même, d'esprit assez caustique. Donc c'est vrai que dans les versions originales, il y a énormément d'humour, parfois difficile à rendre pour les traducteurs. Des jeux de mots, des sous-entendus. Des sous-entendus, de la cruauté, beaucoup de cruauté, surtout, voilà. On la voit toujours tellement sage, avec sa mise en pli impeccable, ses rangs de perles, sa petite broche sur le côté droit ou gauche. C'est ça, mais ça c'est un peu un cliché qu'on véhicule autour d'elle, parce que tout simplement parce qu'il existe finalement assez peu de photos d'elle lorsqu'elle était jeune, lorsqu'elle avait ses chapeaux cloches, lorsqu'elle est en patin à roulettes sur le pier du Devon. Elle est en bateau, elle a fait le tour du monde, enfin elle a eu une vie vraiment extraordinaire. Du surf à Hawaï, je crois. Et du surf à Hawaï, c'est la première surfeuse anglaise homologuée. Hein. Il y a un musée du surf en Angleterre et on la voit avec sa planche sur la plage d'Honolulu. Donc elle incarne une certaine liberté de ton, et je pense qu'elle aimait bien les cocktails et qu'elle a certainement eu aussi droit à ce genre de remarques où finalement, lorsqu'on est une femme, une anglaise sage, etc., on ne boit pas de cocktail, une lady presque sur le tas, on ne boit pas de cocktail de la même façon qu'on ne prend pas l'Orient Express toute seule pour aller à Bagdad, ce qu'elle a fait, de la même façon qu'on n'épouse pas un homme plus jeune qu'elle, ce qu'elle a fait, et de la même façon qu'on ne tue pas ses contemporains, fût-ce dans des pages de livres. Bon, vous venez de tordre le cou à une impression, elle n'était en rien puritaine. Alors cette fois-ci, il est moins question d'aliments solides, donc liquides. Pourquoi les cocktails cette fois-ci? Pourquoi ce sujet? Les cocktails en eux-mêmes? Alors en réalité, depuis le début de mon travail entre gastronomie et littérature policière, je flirte un peu comme ça avec des accompagnements de nourriture solide qui étaient des cocktails au thé, qui étaient donc des descriptions aussi de bars. Par exemple à l'hôtel Bertram, c'est un hôtel qui a la particularité d'avoir deux bars. Un bar plutôt pour les dames où on peut déguster du cherry, on peut déguster justement des cocktails, et puis un bar pour les messieurs avec de vrais cocktails, de vrais alcools et pas de cocktails. Voilà, des boissons d'hommes avec toutes sortes de bourbons, toutes sortes, enfin vraiment une spécialisation. Et c'est vrai que ces endroits, on peut le voir ici, sont des endroits éminemment littéraires. Évidemment, on pense au bar Hemingway, au Ritz aussi, on pense à différents endroits, et puis on pense à l'enquêteur qui a toujours dans son tiroir, ou souvent en tout cas, une bouteille de bourbon du Tennessee, une bouteille de whisky écossais, donc avec une sorte d'univers qui... Donc ça colle à une présence du cocktail qui est importante dans la littérature. De l'alcool en tout cas, bien sûr. Ça, c'est vrai que ne pas boire du tout est aussi une marque de fabrique. Hercule Poirot ne boit que de la crème de menthe chaud, et du chocolat chaud. Donc c'est des choses très très écœurantes qui ne sont pas des boissons d'hommes, bien sûr. La crème de menthe, c'est vraiment pour les vieilles dames. Voilà. Donc il y a un côté, encore une fois, de l'idée de tordre le cou aux idées reçues. Hercule Poirot, c'est un homme d'une grande intelligence, mais il va avoir des tas de petites manies, il va boire des choses qui, pour les Anglais, sont un petit peu des boissons de femmes. Donc, et pourtant, c'est lui qui démasque le coupable et il ne rate jamais son coup. Donc elle est toujours, Agatha Christie, dans cette espèce d'apparence et de réalité, et puis c'est son
côté peut-être, sa demi-nationalité américaine qui fait que voilà, les Anglais avec leur thé, ils nous cassent un peu les pieds. D'accord. Alors dans votre propos, qui prend le juste titre d'un avant-goût, vous écrivez que l'alcool est intimement lié à la mythologie du roman noir et plus largement à celle des littératures criminelles et policières. Comment, là encore, vous expliquez ce rapport étroit qu'entretiennent justement littérature criminelle, policière et alcool? Bon, tout à l'heure, vous avez un peu évoqué la piste que ça sert d'arme du crime, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons encore de cette présence alcoolisée comme ça? Il y a une sorte de familiarité naturelle de l'enquêteur qui va se détendre, qui a un dur travail quand même, il faut qu'il trouve des meurtriers. Donc son moment de détente, ça va être un peu d'alcool, un bar, peut-être un peu de solitude, un petit verre d'aquavit pour Varveum de manière plus contemporaine. Donc il y a toute une atmosphère en fait. Toute une atmosphère en fait, voilà. Il y a aussi le lieu, donc c'est vrai que je suis particulièrement heureuse d'être ici puisque ce lieu est associé voilà, à une littérature. On se dit qu'ici on peut boire un thé, mais aussi on peut boire voilà, un cocktail, un bourbon, et on est seul pour le faire, donc on n'est pas jugé, on n'est pas du tout dans la sociabilité. Et lorsqu'on est dans la sociabilité, on va avoir un rôle finalement très officiel. Est-ce qu'on va boire ou pas? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Donc l'alcool génère tout un tas de questions qui tournent autour du roman policier parce que la victime buvait-elle de l'alcool ou pas? C'est un marqueur social, l'alcool aussi. Donc c'est un sujet très intéressant. Alors, justement, on a beaucoup parlé du monde anglo-saxon et d'Agatha Christie en particulier, mais comme je le disais au début, il y a une évocation géographique avec la littérature policière française, anglaise, et puis disons pour simplifier, celle du Nord et celle du Sud. Est-ce que dans toute cette géographie mondiale finalement du roman policier, on a le même rapport à l'alcool ou est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, on ne boit pas les mêmes alcools, ça c'est certain. Donc, alors, donnez-nous des spécificités. Voilà, dans le Sud, chez les Italiens, chez les Espagnols, on va boire plutôt du vin rouge, qu'on ne boira pas bien sûr en Scandinavie, où on est sur les alcools blancs. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu organiser le livre en finalement 5 continents. Presque. Exactement. Voilà. Et donc, où on est chez les anglo-saxons, chez les Anglais, avec beaucoup de cocktails qui tournent autour du gin et du martini. Chez les Américains, beaucoup de cocktails qui tournent autour des whisky, bourbon et autres production locale. Le gin vient beaucoup des Cornouailles. Il y a 5 ou 6 variétés de gin dans le sud-est de l'Angleterre, sud-ouest de l'Angleterre, et donc qui sont des gins qui ont des goûts vraiment très différents. Donc moi, je me suis formée un peu comme ça à l'occasion de l'élaboration de ce livre. Et puis, chez les Méditerranéens, on va dire, on est plus sur du vin, sur des apéritifs du type spritz, puisque le spritz était à la mode il y a quelques temps. Revenu à la mode, mais sur des apéritifs rouges. Il y a beaucoup de couleurs aussi différentes et ça rend le livre qui est très joliment illustré donc de photos d'ambiance. On peut dire même par le nom Charles du Roux, photographe. voilà, j'allais vous dire, voilà, donc on a travaillé avec un jeune photographe qui est très impliqué dans la littérature et la représentation photographique de la nourriture. Exactement. Donc il fait un travail vraiment passionnant sur la gastronomie en littérature et donc du coup cette représentation géographique des alcools donne aussi la tonalité du livre. Par exemple, un détective comme Varveum va boire tout seul de l'aquavit et il est norvégien, donc il y a un petit côté viril dans le fait de boire ce genre d'alcool. Chez les Méditerranéens, une femme peut boire du vin rouge et ça ne connote rien du tout. Alors que donc, chaque personnage, chaque enquêteur va avoir ses péchés mignons en termes d'alcool et ça va démarquer quelque chose par rapport à son caractère. Et bien justement, bon alors tout à l'heure on évoquait Hercule Poirot et son goût pour la crème de menthe. Est-ce qu'il y a comme ça à l'international un enquêteur, un détective, un policier qui a comme marqueur dans les romans récurrents, un personnage récurrent, un alcool qu'il prend toujours? Pas forcément en dehors du whisky de Marlowe parce qu'il l'a dans son tiroir et que voilà, c'est sa bouteille. Ça c'est tout prêt quoi. Voilà. Ça c'est tout prêt. Donc ce ne sont pas à proprement parler des cocktails qu'ils ont comme péché mignon. Ce sont plus des alcools purs. Là, on est plus dans ce livre dans des scènes qui impliquent plusieurs personnages. Il est assez rare de boire un cocktail tout seul en fait. Le cocktail c'est plus quelque chose de convivial. D'accord. Et donc on pense plutôt à des scènes donc de fête, des scènes de repas, des scènes de restaurant où on démarre par un cocktail.
cocktail, des scènes de bar, voilà, où l'enquêteur peut rencontrer un témoin, etc. Donc on est plus dans la convivialité. Le cocktail peut aussi aider à faire parler parfois du coup? Bien sûr, l'alcool fait souvent parler, mais c'est une facilité à laquelle les auteurs résistent plutôt bien. Il est assez rare que, de nos jours en tout cas, et puis même chez Agatha Christie, juste par un cocktail on est la vérité. Non, c'est trop simple. Tout à fait. In vino, pas toujours veritas. C'est ça. Alors, je voulais savoir, tout bêtement, si vous saviez vous-même faire tous ces cocktails. Combien il y en a des cocktails d'abord dans ce Alors on en a fait 50. 50. On en a fait 50, chiffre rond, voilà. Et puis 5 régions du monde dans lesquelles il fait bon boire, avec modération bien sûr toujours. Mais en réalité, le cocktail, c'est la modération. On en boit un. Si on commence à boire 2 ou 3 cocktails, on est là dans un enivrement qui va être préjudiciable au personnage. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on pense au whisky tout court, enfin un alcool seul, évidemment, on peut recommencer le geste. Bien sûr. Le cocktail, qui d'abord suppose une élaboration, bien sûr. En fait, c'est pas quelque chose qu'on a tendance à répéter sur le même moment. Non, ou alors ça marque quelque chose de précis dans la tension dramatique. Une femme seule à un bar qui va boire 2 ou 3 cocktails, c'est déjà quelque chose qui est un peu singulier. Pourquoi est-ce qu'elle boit autant? Elle n'attend personne ou elle attend quelqu'un, etc. Donc on est déjà dans une scène qui peut être une scène un peu intrigante. D'accord. Et ça, c'est intéressant. Et donc le cocktail, c'est aussi une manière d'entrer en conversation avec quelqu'un. Tiens, vous buvez un mojito, vous buvez un old fashion, etc. Donc qu'est-ce que ça dénote chez vous? Je vous en offre un autre. Donc c'est une manière, il est assez rare d'offrir un alcool fort seul. Le cocktail, c'est beaucoup plus familier, c'est beaucoup plus rassurant, et quelqu'un qui veut offrir un cocktail, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément mal intentionné. Donc toutes ces petites particularités, les auteurs de romans policiers s'en servent. Oui, c'est pas qu'un fond de décor, ça sert vraiment, on va dire, à la construction dramatique, absolument, à des moments de. Alors je vous repose la question, est-ce que vous savez les faire, tous ces cocktails? Alors oui, donc je me suis formée effectivement, et donc maintenant j'organise, alors je faisais donc avec mes plats et mes recettes de cuisine énormément d'événements gastronomiques. Une sorte de conférences gastronomiques. Des conférences gastronomiques, exactement, dans lesquelles on discute polar et on mange ensuite polar. Eh bien, alors dans les établissements qui peuvent le faire, bien sûr, puisqu'il faut pouvoir servir de l'alcool, quoique j'apprends désormais à faire des versions non alcoolisées de mes cocktails, eh bien je prépare les cocktails. Donc il faut un petit peu de matériel. Alors surtout, ce qui est très important dans la préparation des cocktails, donc là je me suis documentée auprès de professionnels, c'est le sens des proportions. C'est-à-dire qu'un cocktail, on n'est pas dans l'à peu près du tout. Et ça aussi c'est intéressant par rapport à la littérature policière, où on n'est jamais dans l'à peu près. Il faut que c'est une mécanique. C'est une mécanique, et le cocktail est aussi une mécanique. Vous avez un petit peu de matériel avec donc les centilitres et les décilitres marqués de manière très précise. Certains alcools, vous les faites avec certaines mesures, puisqu'ils sont plus denses, et d'autres avec des mesures plus faciles. Et puis surtout, tout ce qui est exhausteur de goût, à savoir les sirops, les jus de citron, agrumes, orange, pamplemousse, etc., doivent être purs, et on ne doit pas prendre surtout des choses à base de concentré ou des produits qui modifient complètement la recette. Qui modifient complètement le goût, parce que l'exhausteur de goût, donc par exemple le jus de citron, qui est présent dans énormément de cocktails, si vous prenez du jus de citron qui n'est pas du jus de citron pur, vous obtenez un goût qui va être extrêmement différent. Et donc, il faut prendre l'exemple de Cyanure, qui est un cocktail que nous avons créé en hommage à Agatha Christie. Tout à fait. Eh bien, si vous prenez du jus de citron qui est un peu dilué, vous allez obtenir un goût avec une vodka qui va être beaucoup plus présente, alors que la vodka et le jus de citron se contrebalancent et permettent d'avoir vraiment la succession des goûts qui va être extrêmement agréable. D'accord. Alors, il y a quand même des cocktails assez étonnants dans votre livre. Quels sont pour vous les cocktails qui vous ont le plus étonné? Alors, il y en a certains que j'ai inventés. D'accord. Est-ce que vous êtes étonné vous-même? Est-ce que vous êtes étonné vous-même? Oui, absolument. Alors, donc, j'aime beaucoup le cocktail Arsène Lupin. D'accord. Bon, très franco-français. Très franco-français. Donc, ça, c'est le chapitre, effectivement, de la French Touch, comme je l'ai écrit. C'est un cocktail qui est à base de crème fraîche, de pommeau et de calvados. Et donc, ce cocktail nous évoque de très très loin, alors peut-être qu'on peut citer des alcools. Allez-y. Alors donc il y a un alcool célèbre qui s'appelle le Baileys, qui est une manière de whisky crème fraîche, tout le monde connaît ça. Voilà. Et donc ce cocktail à la pomme, et un cocktail en hommage à Arsène Lupin, est un cocktail qui est vraiment excellent et qui a vraiment un goût de pomme très prononcé, tout en étant plutôt doux. Donc ça, c'est un cocktail que j'aime beaucoup. Alors moi, celui que j'ai trouvé, écoutez, le plus étonnant dans votre livre, et c'est pas parce qu'il était doux, c'est plutôt parce qu'il a un ingrédient surprenant,
C'est le Rob Roy qui est tiré des romans de James Ellroy. Et alors celui-ci, vous conseillez, enfin c'est pas que vous conseillez, fait partie normalement dans sa recette originelle, bien le sang des ennemis. Oui, parce que c'est un cocktail écossais. D'accord. Et c'est un cocktail écossais et donc qui était bu entre tribus. Alors évidemment maintenant il est tout à fait occidentalisé et plus du tout et très civilisé. Mais à l'époque c'était un mélange effectivement d'alcool très fort dans lequel on mettait du sang des ennemis, dit la légende. Je ne sais pas réellement si Braveheart buvait le sang de ses ennemis quand même. Voilà, c'est peut-être une légende. Peut-être. Et puis alors, écoutez, votre goût pour la gastronomie solide n'est pas tout à fait absent de ce livre parce que, accompagnant les recettes de cocktails, on trouve souvent en bas de page ce qu'on appelle aujourd'hui les tips, où vous conseillez tout ce qu'on pourrait manger avec. Et là aussi, j'ai trouvé certaines surprises. Ce qui m'a le plus surpris, c'est d'accompagner un cocktail par des insectes qu'on trouve. Je savais qu'il y avait une épicerie très fameuse chez Harrods, mais vous dites donc que chez Harrods, on peut trouver des insectes pour accompagner. C'est insectes comestibles, absolument. Vous en avez mangé vous-même? Comment ça s'appelait? Des sauterelles croquantes. Ça, vous en avez mangé? Oui, alors, ça j'ai goûte goûté. Quoi? Ça n'a pas réellement de goût en réalité. C'est plus pour la texture? Oui, alors c'est que ça croustille. D'accord. Voilà, il suffit de ne pas penser à ce qu'on mange. Et en réalité, dans un de mes autres livres où j'ai cuisiné un peu les recettes de la Bible, on mangeait des sauterelles de manière très fréquente à l'époque de la Bible. Et j'ai découvert, à ma grande surprise, que chez Harrods, vous avez tout un rayon en fait. Vous avez des vers de terre croustillants, vous avez des sucettes à la fourmi, vous avez tout un tas d'insectes qui se mangent et qui se mangent d'ailleurs dans d'autres parties du monde de manière extrêmement fréquente et quotidienne. Bon, alors écoutez, tout ça a l'air très sympathique, jubilatoire, festif. Vous nous dites que vous avez pris plaisir vous-même à inventer des recettes de cocktails d'après des romans policiers célèbres. Mais je vais vous poser une question et je ne sais pas si vous avouerez, ça m'étonnerait, mais ça serait un scoop pour nous. Est-ce qu'il vous est aussi arrivé, du coup, d'aller jusqu'au bout de l'usage du cocktail d'après votre livre, à savoir de le rendre mortel? Alors j'évite parce que je souhaite aussi que mon public achète mes livres. Donc j'évite de les assassiner. D'accord. Ça c'est sûr. Et ma belle-mère est encore en vie, donc pour l'instant... Vous n'êtes pas encore passé à l'acte? Je ne lui ai pas servi de cocktail. Ça reste à venir. Non, en revanche, j'ai eu le plaisir, donc étant quand même débutante sur le fait de les fabriquer moi-même, j'ai eu le plaisir de les servir au Festival du Polar de Lausanne. Et donc, étant donné que les personnes sont venues se resservir, je pense qu'ils étaient bien réussis. Vous allez être une invitée extrêmement demandée pour Noël, j'imagine. Voilà, au réveillon. Vous n'avez aucun problème d'invitation. C'est ça, exactement. Au réveillon du Nouvel An, je préparerai des cocktails. Ah, en vrai, c'est une chose qui est prévue. C'est une chose qui est prévue, absolument. Anne Martinetti, merci beaucoup de votre venue dans l'Essonne en Auteur. Nous passons toujours de délicieux moments en votre compagnie. Je rappelle le titre de votre livre, donc Mortel Cocktail aux mythiques éditions du Masque. Et puis évidemment, nous le recommandons à nos spectateurs, soit comme cadeau, soit comme source d'inspiration pour réaliser des cocktails, en particulier dans cette période de fête, tout en rappelant qu'il faut boire avec modération. Avec modération. Bien sûr. On peut aussi souhaiter à nos spectateurs de joyeuses fêtes. Très joyeuses fêtes. Et c'est ainsi que nous prenons congé donc de nos spectateurs en leur donnant rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en Auteur. Et si vous êtes d'accord, ma chère Anne, nous allons prolonger cette passionnante conversation en dégustant l'un des cocktails que nous a préparé Gérard, le mythique barman du Duke's Bar, en votre compagnie. Très volontiers. Merci beaucoup. Donc un old fashion que l'on trouve chez Patricia Cornwell et un mojito dégusté par un des personnages d'Arni Thorarensen, grand auteur islandais. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, ça vaut qu'on trinque. À la vôtre. À la vôtre et à l'Essonne en Auteur. Merci beaucoup.